Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, vous me voyez particulièrement honoré de votre invitation et je remercie tout particulièrement mon ami le professeur Phuc Le Hoang de m'avoir convié à vous traiter des progrès récents de la chirurgie ophtalmologique de l'enfant. Ce serait évidemment une litote que de dire... On appuie là, là, ici, là, ça. Que de dire que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'œil et la vision, puisque sur le plan anatomique, c'est un organe qui est en croissance. Il est en croissance parce que sous l'effet de la pression intraoculaire, la sclère, qui jusqu'à l'âge de 3 ans, depuis la vie fœtale jusqu'à l'âge de 3 ans, est beaucoup plus riche en fibres élastiques qu'en fibres collagènes, ce qui permet à l'œil de croître. Sinon, il resterait toute sa vie gros comme un petit pois. Donc c'est un œil qui est en devenir, c'est un œil qui est en croissance, c'est un œil dont l'histologie est totalement différente de ce que l'on connaît chez l'adulte, et ça c'est encore un point qui est particulier par rapport à la chirurgie de l'adulte. Et le cristallin par exemple, c'est un cristallin qui est très, très souple, très très mou, alors qu'on sait que chez la personne à l'autre extrémité de l'existence, le cristallin devient dur et doit être phacoemulsifié, alors que chez l'enfant, le cristallin, vous pouvez l'aspirer avec une seringue, c'est extrêmement facile. Tissus jeunes, ce qui veut dire des tissus qui sont susceptibles de réactions inflammatoires foudroyantes. Et une réaction inflammatoire post-opératoire chez l'enfant, c'est dans les 2 ou 3 heures qui viennent qu'on peut voir apparaître un hypopion. Donc des réactions foudroyantes. Et enfin, en termes de cancérologie oculaire, puisque ce sont des tissus jeunes, ce sont des tissus qui se multiplient extrêmement rapidement, et ils n'ont pas étonnant de dire que le rhabdomyosarcome, qui est une tumeur du muscle, est extrêmement évolutive. On la voit quasiment grossir tous les 2 ou 3 jours. Il a augmenté de 25% son volume. Et le rétinoblastome, qui est le premier cancer héréditaire qui a été démontré comme étant dominant autosomique, eh bien, le rétinoblastome est aussi une tumeur extrêmement évolutive. Donc des tissus jeunes, une histologie en rapport. La physiologie, c'est le développement de la vision. Et il est vrai qu'à la naissance, l'enfant né à terme a tous les éléments pour développer sa vision, et il suffit que le photon vienne frapper sur la rétine pour entraîner la cascade de phototransduction. La phototransduction visuelle, cette espèce d'alchimie qui permet de transformer une incitation de photons en une énergie électrique qui va partir de la rétine, codage au niveau de la rétine, second codage au niveau du corps genouillé latéral dorsal, et ensuite arriver au cortex occipital, où là, il est analysé en fonction des expériences visuelles antérieures. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas eu d'expérience visuelle, il ne peut pas y avoir de vision. Et donc, vous voyez que c'est un phénomène qui est extrêmement sensible et que tout obstacle au développement de cette vision va entraîner ce qui est toujours la hantise en ophtalmologie infantile, c'est-à-dire l'amblyopie. Alors, nous, depuis une dizaine d'années, nous avons initié, avec mes collaborateurs évidemment, nous avons initié un certain nombre de... Oui, nous avons initié un certain nombre de chirurgies adaptées à la morphologie du globe de l'enfant et au développement le plus rapide et le plus proche de la physiologie de sa vision. Les glaucomes congénitaux, trabéculectomie externe, cataracte congénitale, l'implant multifocal, greffe de cornée, la kératoplastie à ciel fermé et les tumeurs de l'orbite. Le glaucome congénital, il est très facile de comprendre que dans tout glaucome, vous avez une sécrétion d'huméracuse ici qui va passer dans la chambre antérieure et qui va être résorbée au niveau de l'angle iridocornéen, au niveau du canal de Schlem. Tout obstacle sur ce passage va entraîner une hypertonie oculaire. Si vous avez affaire à un œil dont la sclère est encore extensible, eh bien, il est évident que cet œil va grossir, il va être gros comme œil de bœuf, c'est la buphtalmie du glaucome congénital, telle qu'elle a été très bien peinte par Van Gogh dans son tableau de l'enfant du docteur Roulin. Ce glaucome congénital est une urgence chirurgicale. Si le diagnostic a été fait à la maternité le jour de la naissance, eh bien cet enfant, ce nouveau-né, doit être opéré le jour de la naissance. Le plus jeune que j'ai opéré avait 6 heures de vie. Et vous voyez qu'avec une chirurgie adaptée,
on arrive à tirer les choses d'affaire, alors que là, vous avez cette catastrophe d'un œil buphtalme, aveugle, et de l'autre, multi-opéré, qui finit par une atrophie du globe. Alors, vous voyez la technique chirurgicale. Avant, on avait une chirurgie perforante, et du fait de la modification des repères anatomiques, il fallait aller très en avant pour éviter l'écueil des fibres zonulaires et l'écueil du vitré. Car avoir du vitré dans une intervention de glaucome, eh bien, c'est tout simplement avoir une filtration qui ne se fera pas parce que le vitré est épais. Deuxièmement, ça va basculer le cristallin dans cet œil qui est déjà très distendu. Et troisièmement, ce vitré qui est très cohérent chez l'enfant va tirer sur la rétine, va la décoller. Vous me direz que quand on a décollement de rétine, ça fait baisser la pression, mais on ne voit plus. Et cette technique-là, vous voyez qu'elle est à globe fermé. C'est-à-dire que ça n'est plus une intervention transfixiante, c'est une trabéculectomie externe, c'est-à-dire qu'elle enlève toute la partie externe du canal de Schlemm jusqu'au toit du canal de Schlemm, et elle ne laisse que la partie interne, c'est-à-dire le plan endothéliodesmétique. Et de ce fait, vous voyez que vous avez une filtration qui est tout à fait excellente, tout à fait équivalente à celle d'une intervention perforante. C'est une chirurgie véritablement histologique, qui donne exactement les mêmes résultats sans en avoir les risques. Donc c'est un progrès qui nous paraît tout à fait intéressant. Les cataractes congénitales. Les cataractes congénitales, toute cataracte qui entrave la vision ou le développement de la vision à cet âge doit être opérée. Alors bien entendu, une cataracte obturante comme celle-là, ça ne te discute pas. En revanche, une cataracte congénitale qui est partielle, comme cette zonulaire, je crois qu'il ne faut pas se précipiter à l'opérer, il faut attendre, voir vers l'âge de 2 à 3 ans, si la gêne visuelle justifie une intervention pour que l'enfant puisse suivre une scolarité normale. Sinon, si cette cataracte est obturante, elle doit être opérée, et elle doit être opérée le plus précocement possible. Et si elle est bilatérale et obturante, il faut être opéré, à mon avis, dans le premier mois de la vie. Parce que vous savez que c'est dans ces premières semaines, ces premiers mois, en tout cas première année de vie, que se font ou ne se font pas les connexions neuronales. Et si vous opérez trop tard, de toute façon, l'enfant a déjà développé un nystagmus, la partie est déjà perdue sur le plan sensoriel, puisqu'encore une fois, on ne voit pas avec ses yeux, on voit avec son cerveau à partir de l'image codée au niveau des yeux. L'intervention est extrêmement simple, puisque je vous l'ai dit, c'est un cristallin qui est très mou, avec un simple vitréotome, on peut l'aspirer. Le problème, c'est celui de la correction de la phakie. La première complication de la chirurgie de la cataracte, que ce soit d'ailleurs chez l'enfant ou chez l'adulte, c'est la phakie, c'est-à-dire le fait d'avoir perdu la lentille de l'œil. Alors, il faut essayer d'être le plus proche possible de la physiologie du cristallin, de manière à prévenir toujours cette amblyopie due à l'isométropie dans les cataractes unilatérales, car vous allez avoir un œil avec un cristallin d'un côté et sans cristallin de l'autre, ou, lorsque c'est une cataracte bilatérale, mettre les deux yeux dans les meilleures conditions optiques. L'implant cristallinien met les enfants à l'abri des aberrations liées aux lunettes d'AFAC, car vous vous souvenez, quand j'étais interne, on mettait 2 gros verres, n'est-ce pas? Bien entendu, si l'enfant perdait ses lunettes, ou s'il les cassait, ben c'était un infirme, il ne voyait rien. Vous le voyez sur une plage, barbotant dans l'eau, les lunettes tombent dans le sable, mais il ne voit plus rien. D'autre part, ça met aussi les enfants à l'abri des incidents liés aux lentilles de contact. Et c'est vrai que les lentilles de contact sont un moyen d'approcher un peu la physiologie, puisqu'on obtient ce qu'on appelle un système dioptrique centré, puisqu'on peut considérer que la lentille de contact s'intègre au système optique de l'œil. Mais ce n'est pas sans risque. Et le risque chez les tout petits, chez un nourrisson, c'est que la lentille le gêne, n'est-ce pas? Il l'enlève, il le met dans la bouche. Alors quand ça se produit 2 ou 3 fois dans un trimestre, il faut changer les lentilles,
les parents on commence à s'inquiéter. Alors je sais qu'il y a une mère qui a été jusqu'à attendre l'arrivée de la lentille à la sortie. Ça, c'était une histoire vraie. Hein. Elle a attendu la lentille à la sortie, elle l'a bien nettoyée, elle l'a remis dans l'œil. Mais enfin, c'est pour vous dire que ce n'est pas une solution. Donc la vraie solution, c'est l'implant. Alors, les implants, c'est-à-dire un cristallin artificiel, le gros avantage, c'est qu'il est mis exactement à la place du cristallin d'origine. Bon, tout le monde le sait, puisque maintenant, 99% des cataractes opérées en France sont implantés avec un cristallin artificiel. Le problème, c'est que si vous mettez un implant monofocal, c'est-à-dire un implant, un cristallin artificiel qui va vous donner une image nette, soit de loin, soit de près, soit intermédiaire, mais c'est tout. Eh bien, vous faites d'un enfant un presbyte. Il peut voir de loin, mais il ne verra rien de près. C'est la raison pour laquelle, depuis 10 ans, avec mon équipe, nous avons développé l'implant multifocal qui permet d'avoir une vision nette dans tous les plans de l'espace, c'est ce qu'on appelle les plans de l'europtère, n'est-ce pas, et qui favorise le développement de la vision binoculaire et qui met les enfants dans les meilleures conditions de la physiologie pour toutes les activités. Car un enfant, il va en classe, mais il va aussi en récréation, il fait du sport. Hein, vous le voyez faire du judo avec une paire de lunettes. Bon, piscine, jeu, donc c'est certainement l'implant qui met l'enfant et son œil dans les conditions les plus proches de la physiologie. C'est la raison pour laquelle, depuis 10 ans, tous nos enfants sont opérés selon cette technique. Voilà ce que c'est qu'un implant multifocal. C'est très astucieux. C'est un implant qui est fait de multiples prismes de Fresnel. Et vous voyez, il y a des zones concentriques dont la puissance augmente de 3,5 dioptries depuis la périphérie jusqu'au centre. C'est très intelligent parce que quand vous regardez de loin, la pupille s'ouvre un petit peu, vous voyez que la périphérie, et puis quand vous regardez de près, il y a la syncinésie, accommodation, convergence, myosis, vous refermez la pupille sur le centre et vous avez à ce moment-là la vision de plein. Qui plus est, pour que vous puissiez utiliser efficacement un implant multifocal, il faut avoir une plasticité cérébrale. L'échec de l'implant multifocal a été initialement, et c'est pour ça qu'il en pâtit encore, c'est qu'il a été utilisé chez des personnes très âgées pour leur éviter de porter des lunettes. Et de ce fait, comme elles n'avaient pas la plasticité cérébrale pour sélectionner les différents plans de l'espace, ils voyaient flou de loin, flou de près, flou intermédiaire. On était obligé de les enlever. Mais chez l'enfant, c'est totalement l'inverse. L'enfant est parfaitement capable de sélectionner la vision de loin, la vision de près, la vision intermédiaire. Quand je regarde dans le fond, je ne vois pas ce qu'il y a sur l'écran. Et donc c'est ça les plans de l'europtère. Et on a un avantage considérable avec ce type d'implant. Bien entendu, ce qui est difficile, c'est qu'on opère un œil en devenir. C'est-à-dire que si vous lui mettiez à cet enfant de 3 semaines de vie l'implant qui correspond à sa réfraction, vous seriez obligé de mettre des implants de 40 ou 45 dioptries qui n'existent pas dans le commerce. Donc il faut faire une décote. Et cette décote est après celle que je vous ai montrée dans la bague que nous avons utilisée, c'est-à-dire que 4 semaines, il faut pratiquement enlever 40% de la puissance de l'implant. Sinon, 3 ans après, lorsque son œil aura à peu près acquis la taille adulte, à 3 ans c'est presque adulte, à 6 ans c'est terminé, eh bien, vous allez vous retrouver avec moins 15 dioptries de myopie, bien entendu. Il sera beaucoup trop puissant. C'est la raison pour laquelle il faut faire une correction, et en plus ça, cet implant, comme il a un battement, si je puis dire, de 3,5 dioptries, ça vous donne une grande souplesse pour, justement, sélectionner les plans d'espace. Voilà, le privilège de l'âge fait que maintenant, j'opère les bébés, des bébés que j'ai opérés quand ils étaient bébés, bien sûr. Alors, vous voyez, tous ces parents-là, ils sont tous strabiques, amblyopes et nystagmiques. Voilà les 2 enfants, ces 2 enfants, vous voyez, les yeux droits, il n'y a pas de strabisme, et ils ne sont pas amblyopes. Voilà une autre image. Cette femme-là, je l'ai opérée bébé. Voilà son petit gars. Vous voyez, alors elle est d'énormes lunettes. Vous voyez que c'est pratique. D'autre part, elle a un strabisme. Vous voyez que lui suit parfaitement. On va avoir une séquence où on voit qu'il suit parfaitement des yeux et il a les yeux parfaitement droits. Donc je pense que la question, pour moi, est résolue. La greffe de cornée. Alors la greffe de cornée, nous allons parler de la greffe transfixiante à ciel fermé, c'est-à-dire celle où vous trépanez la cornée et vous la mettez à ciel ouvert. Là encore, c'est totalement différent de l'adulte. Quelle que soit votre technique chirurgicale, que vous utilisiez le trépan de Hanna, Cardonat, Franceschetti, Baron, peu importe, que vous utilisiez ou non un autre Feringa, le moment dangereux, c'est lorsque l'œil est à ciel ouvert. Car, en particulier chez l'enfant et le jeune, sa choroïde est très richement vascularisée. Si vous n'avez pas l'appui, enfin cet œil fermé, qu'est-ce qui va se passer?
eh bien vous risquez une hémorragie expulsive et une issue de vie près. Alors là, c'est la catastrophe absolue en péropératoire et c'est très vite fait. Regardez comment ça va se passer. Vous avez cet œil fermé, vous le trépanez, vous enlevez donc la cornée. Le temps que vous vous retourniez pour aller chercher votre greffon sur la table derrière vous, il se passe la chose suivante, il y a un hématome qui va se produire. Alors le cristallin, comme il est mou, il va sortir, et il va tellement sortir qu'il va être éjecté. Vous n'allez pas pouvoir le réintégrer avec votre pouce, c'est évident, et vous voyez que vous avez une issue de vitrée, et si ça continue, c'est d'ailleurs l'ensemble de l'œil qui va sortir. C'est la catastrophe absolue, n'est-ce pas? Et c'est la hantise de tous ceux qui font de la chirurgie à ciel ouvert, si je puis dire, chez l'enfant sur des yeux de nourrissons ou de jeunes enfants. Y compris d'ailleurs chez les aniridiques, n'est-ce pas, et chez certains AFAC. C'est la raison pour laquelle nous avons, voilà un exemple, cet enfant-là a un œil normal, vous voyez, il a à peu près 11 mm de diamètre cornéen, j'ai choisi le plus gros que j'ai opéré, vous voyez, cet enfant-là avait une malformation de Von-Hippel, avec une malformation qui faisait à peu près 11 mm, c'est-à-dire le diamètre de son œil gauche, sur un œil buphtalme qui faisait à peu près 16 à 17 mm de diamètre. J'ai donc utilisé le plus gros traitement dont je disposais, qui est un traitement de 11 de Franceschetti. Vous voyez ici le trou de traitement. Vous voyez que je commence d'abord à suturer immédiatement le greffon sur la cornée malade, et puis, pas à pas, on incise, on suture, on incise, on suture, et puis vous voyez que dès qu'on a à peu près la moitié de l'incision d'effectuer, on glisse le greffon sous la partie AOT, sous la partie malade. Vous continuez donc de proche en proche, une incision, un point de suture, une incision, un point de suture, et vous voyez qu'il ne reste plus guère qu'un petit opercule. Toute la cornée a été suturée et vous terminez. À aucun moment, l'œil n'a été laissé à ciel ouvert, et donc vous n'avez pas de risque de la catastrophe. Et ça m'amuse un petit peu, parce que j'ai déjà présenté ça dans plusieurs congrès. À chaque fois, quelqu'un m'a dit « Oui, moi j'ai eu ce problème-là » et tout est parti. Pour un chirurgien ophtalmologiste, c'est assez dur. Comme disait mon maître, nous faisons partie des chirurgiens qui rentrent en opistotonos au bloc opératoire et qui en ressortent en syphose. Voilà la fin de l'intervention. Et vous voyez d'ailleurs que c'était un œil gravement mal formé, bien sûr, puisque les paupières n'arrivent même pas à se fermer. Donc c'était presque une intervention de propreté chez cet enfant. Et vous avez ici un cristallin cataracté, et qui est d'ailleurs totalement anormal. Donc vous voyez, technique de sécurité, particulièrement indiquée dans le glaucome conjugal, alors ça c'est évident, mais aussi dans l'aniridie, dans la phaky, aussi un cas d'aniridie. Alors l'aniridie c'est difficile parce que quand vous trépanez, il ne faut pas rentrer dans le cristallin, il n'y a pas d'iris. Donc vous êtes tout de suite sur le cristallin. Je vais terminer par les tumeurs de l'orbite pour vous dire que chez l'enfant, contrairement à l'adulte, la majorité des tumeurs de l'orbite sont nées dans l'orbite, plus rarement propagées à l'orbite, exceptionnellement métastasées à l'orbite, et c'est exactement l'inverse chez l'adulte, puisque chez l'adulte, la plupart des tumeurs de l'orbite sont des métastases, cancer du sein, cancer du poumon, ou propagées à l'orbite, tumeur ORL, et exceptionnellement nées dans l'orbite. Vous voyez, c'est exactement la même chose, mais l'image en miroir. Voici ce qu'est une tumeur de l'orbite chez l'enfant, et tout récemment, ça va faire 6 mois, nous avons développé avec notre collègue le docteur Seguir, qui est un ORL, une chirurgie avec une vision endoscopique, c'est un endoscope d'ORL, une vision endoscopique pour faire une chirurgie la moins délabrante possible au niveau de l'orbite. Je voulais donc vous dire qu'en conclusion, nous avons essayé d'obtenir la meilleure réhabilitation visuelle, la plus rapide, avec des suites opératoires plus simples, et effectivement, on a obtenu une réduction appréciable du temps d'hospitalisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je vais demander à M. Bodagui, puisque Baram est là, professeur Bodagui, d'ouvrir la discussion. Et je pense que Nathalie Cassou peut-être pourra aussi parler qu'est-ce qu'elle pense des tumeurs de l'orbite, puisqu'elle est à Curie. Donc voilà, je vous laisse ouvrir la discussion. Merci beaucoup, merci pour cette
cet exposé qui montre comment la chirurgie pédiatrique a évolué. Et avant de peut-être laisser la parole aux académiciens, j'avais une question à vous poser à propos des implants multifocaux, puisque les implants multifocaux, bien sûr, sont une nouveauté. Et la question, vous avez bien précisé que depuis une dizaine d'années, vous avez développé cette technologie. La question que l'on se pose, c'est bien sûr ce qui se passe en post-opératoire immédiat et l'évolution en termes de capacité visuelle chez ces enfants. Bien sûr, il y a la plasticité cérébrale. Est-ce que maintenant, vous vous dites, bon, on va un peu réajuster au moment où on va choisir cet implant, on va faire autrement? Ou est-ce que les calculs que vous avez faits initialement vont vous satisfaire complètement? Alors de toute façon, que ce soit un monofocal ou un multifocal, c'est le même problème. C'est la croissance du globe oculaire et la BAC que j'ai montré ici est tout à fait valable pour un implant monofocal qu'un multifocal. Pourquoi voulez-vous priver un enfant d'un implant qui lui permet d'avoir tous les plans de l'espace? Pour lui mettre un monofocal, il est obligé de lui mettre une paire de lunettes progressives. On veut essayer d'être le plus proche de la physiologie. On veut essayer de faire en sorte que cet enfant n'ait le moins de séquelles possible, qu'il puisse jouer, aller en piscine, faire du sport, suivre sa scolarité de façon la plus proche possible de la physiologie. C'est l'implant multifocal qui répond à tout cela. Et j'ajoute que si vous le mettez dans un cas de cataracte unilatérale, vous avez déjà essayé d'adapter un œil qui n'a pas de cataracte, qui a son accommodation normale, avec un œil qui a un implant monofocal, et vous êtes obligé de lui mettre un Varilux, il ne le gardera pas. Donc, pour moi, ça fait plus de 10 ans que nous posons ça, et je dois dire que je suis très heureux que nous l'ayons fait, parce que quand je vois tous ces enfants, parents maintenant, que j'avais opérés il y a 40 ans, hein, eh bien, ils ne se ressemblent pas. Ils ne se ressemblent pas. Ils sont tous amblyopes, strabiques et nystagmiques. Monsieur Philippon, professeur Philippon. Une question courte. Est-ce que vos voies endoscopiques pour les tumeurs intraorbitaires mettent définitivement une croix sur les voies soit extracrâniennes, frontales externes ou c'est... Je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout. Mais c'est vrai que quand c'est une petite tumeur assez bien encapsulée, c'est tout récent, hein, ça fait 6 mois que nous avons développé ça avec Séguir. C'est vrai que dans l'orbite, il y a énormément d'éléments anatomiques, vasculaires, noyés dans de la graisse. C'est, à mon avis, plus simple de faire une intervention, j'allais dire, extrêmement anatomique pour respecter tous ces éléments-là. Mais il est évident que lorsque vous avez une maladie de Recklinghausen avec un problème orbitaire, comme d'habitude, le fond de l'orbite n'est pas fermé dans Recklinghausen, il est évident que la voie panoramique que nous avons appris quand nous étions l'élève de professeur Pecker en neurochirurgie à Rennes, la voie panoramique, c'est la voie royale, c'est évident. Mais enfin, c'est vrai que c'est quand même pas de la même nature. Mais dès lors qu'une tumeur de l'orbite peut être, y compris quand on est amené à faire une biopsie, quand vous avez une tumeur de l'orbite, si c'est un rhabdomyosarcome, si l'examen extemporané vous dit rhabdomyosarcome, vous arrêtez tout de suite l'intervention, c'est très radiochimiosensible. Donc ce n'est pas la peine d'aller délabrer dans l'orbite. Mais si on vous dit, comme par exemple celui que je vous ai montré, on vous répond angiosarcome, à ce moment-là, vous êtes obligé de faire une chirurgie beaucoup plus carcinologiquement convenable. Et à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus délabrant. Voilà une question. Oui. Est-ce que pour l'enregistrement, Oui. Philippe Montupé, permettez-moi de revenir à un niveau assez généraliste, bien qu'étant chirurgien pédiatre, pour vous dire et applaudir à la beauté et à la performance des techniques que vous avez présentées. Je pense que nous sommes un certain nombre à être ébahis par la présentation, d'où probablement 2 questions justifiées. La première est de savoir au niveau national, combien êtes-vous à pratiquer l'ophtalmologie pédiatrique d'une manière exclusive sur le plan chirurgical, parce que nous ne le savons peut-être pas.
Et puis vous avez présenté, par exemple, pour le glaucome congénital, cette technique absolument superbe, en signalant les avantages que ça présentait par rapport à la perforation antérieure. Cependant, il y a peut-être quelques complications dans vos pratiques. Donc, quel pourcentage, malgré tout, de perforation, non pas iatrogène, mais péropératoire? Et puis, pour la cataracte, dans l'implant multifocal, qui est éblouissant de créativité, depuis quand cela existe-t-il? Bien. Merci infiniment de vos aimables paroles. Bon, le cristallin artificiel existe depuis au moins une vingtaine d'années. Il a été développé pour la cataracte de l'adulte, la cataracte sénile. Ça a été un échec complet. C'est pour ça qu'il a été, à mon avis, entaché d'un péché originel, si vous voulez. Mais chez l'enfant, c'est totalement différent. Et je vous ai dit pour quelle raison. Parce que l'enfant a une plasticité cérébrale et il s'adapte très très bien à les choses. Alors ça, c'est pour le cristallin artificiel. Pour ce qui est du glaucome, bien entendu, ce qu'on appelle la trabéculectomie de seconde intention, pudiquement, ça veut dire que pendant qu'on est en train de disséquer quasiment de façon histologique le dernier plan, c'est certes, vous avez vu d'ailleurs qu'en fin d'intervention, je n'utilise pas d'instrument piquant ni tranchant, on le fait à la pince mousse, parce que la moindre fausse manœuvre, à ce moment-là, vous avez une super hernie de l'iris, mais que vous avez fait une trabéculectomie perforante que vous n'aviez pas voulu faire, c'est fâcheux, parce que tout le bénéfice de l'intervention, vous le perdez avec les risques que je vous ai dit, qui sont celui de l'issue de vitrérie, de l'hémorragie, un œil qui est distendu, les fibres zonulaires sont évidemment distendues. S'il y a une issue de vitréie, un certain nombre vont être détruites, rompues. À ce moment-là, c'est le cristallin qui bascule. Enfin, donc, et le pourcentage pour répondre à la question? Alors, le pourcentage, il est variable selon... Il y a un phénomène d'apprentissage. Écoutez... à mon avis, ça ne doit pas se produire. Ça ne doit pas se produire. Alors combien En chirurgie, on sait la différence entre ça ne doit pas se produire bon, et alors, ça se produit quand même. Bon, je sais bien. Bon, je dirais que c'est très chirurgien dépendant. Mais enfin, bon, disons que s'il y en a 10%, ça serait, à mon avis, ça serait déjà énorme. Ça serait énorme. Alors, pour ce qui est... Alors, la dernière question, des centres. Je suis très réticent, pour ne pas dire plus, à réduire la chirurgie ophtalmologique pédiatrique uniquement à l'enfant. Je trouve que c'est un énorme appauvrissement, et d'ailleurs c'est la politique qui est menée par nos administrations, c'est-à-dire de dire que bon, vous opérez des enfants, vous êtes un des nôtres, etc. Qu'est-ce que vous avez, vous ennuyez les adultes? C'est une énorme erreur. Une énorme erreur que j'ai combattu pendant 40 ans, et je ne peux pas arriver, et je vais vous dire ce qu'il en est advenu après, mais c'est une énorme erreur, parce que l'enfant, il a 70 ans d'espérance de vie. Les techniques chirurgicales que vous allez initier chez l'enfant, vous les avez déjà très en expérimentation, vous les avez bien en main chez l'adulte. Deuxièmement, cet enfant que vous avez opéré, c'est vrai que c'est pas n'importe qui opère une cataracte chez l'enfant. Parce que je dis toujours, l'enfant c'est comme l'adulte, c'est 3 fois plus difficile. Quand vous savez faire une cataracte chez l'enfant, vous savez faire une cataracte adulte sans problème. Mais l'inverse, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Et donc, cet enfant va grandir, et quand il va grandir et qu'il va arriver dans le secteur adulte, alors, non, vous n'avez pas le droit de voir, on est dans un hôpital qui est pédiatrique, donc il n'est pas question que vous y voyez des... Donc ils vont être vus par des gens qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent pas quelles sont les conditions anatomiques dans lesquelles on a opéré initialement, et c'est une énorme régression. Je n'y peux rien. Écoutez, pour faire rire, il y a un certain nombre d'années, un directeur, mais ça fait déjà assez longtemps, il y a un directeur qui me dit, écoutez, vous ne pouvez pas continuer à opérer des enfants et des adultes dans le bloc opératoire. Alors, on va vous mettre un bloc opératoire dans tel bâtiment pour une salle dans tel bâtiment, on va en mettre une autre dans d'autres bâtiments pour les enfants. Un bloc opératoire, à l'époque, c'était 1 million de francs, comme ça. Je lui dis, non, monsieur le directeur, il en faut 2. Alors, il me regarde, il me dit, comment, deux dans chaque endroit? Je dis, oui, il y a 2 yeux. Il me dit, vous moquez de moi? Je dis, oui, ça a été fini. Eh bien, ils ont fait beaucoup plus fort, parce que le 31 août 2012,
lorsque j'ai fait valoir, comme on dit, non pas d'être en retraite, mais en retrait, vos enfants, vous les opérerez ici. Si c'est un adulte ambulatoire, vous l'opérerez dans un autre hôpital. Mais si c'est un adulte non ambulatoire, non cataracte, c'est encore dans un troisième. Donc je ne fais plus de la chirurgie ambulatoire, je fais de la chirurgie foraine. Merci beaucoup, nous avons respecté à peu près le temps, on a commencé un petit peu. Donc je vais demander... Il y a une dernière question. Ah, il y a une dernière question. Jeff, très court. Oui, très courte. Jean-Louis, bravo pour ton exposé. Juste une chose technique. Est-ce que tu fais un orifice technique pour juguler une athalamie quand tu fais une sclérectomie non perforante? Parce que dans les sclérectomies non perforantes, il arrive qu'on ait des athalamies parce que ça filtre. Alors ça, il n'y a jamais d'athalamie. D'ailleurs, si vous avez pu regarder la dernière image, j'aurais dû assister là, il n'y a jamais d'effacement de chambre antérieure quand on fait une trabéculectomie externe. Il n'y a pas de modification de la pupille, elle reste parfaitement ronde. C'est ça le gros avantage par rapport à la perforante, où alors, quand on avait perforé, on avait beau aller le plus doucement possible, bien entendu, la chambre antérieure s'effaçait. Et c'est beaucoup plus dangereux, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous ouvrez un œil d'enfant, la choroïde, elle pousse. Je n'ai jamais eu... Voilà, je crois qu'on va arrêter parce qu'on va prendre du retard, et comme vous savez,